Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Normand, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur du développement durable du groupe Saint-Gobain. J'avoue que j'avais oublié que Saint-Gobain a été créé sous Louis XIV, 1665. On va voir quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est autour de 162 000 employés dans 80 pays, 46,5 milliards de chiffre d'affaires. 1665, c'est une vénérable bien dans son époque, on peut dire ça comme ça pour définir Saint-Gobain? C'est une jeune entreprise qui vient de fêter effectivement ses 360 ans, qui avait été créée au moment de la construction du château de Versailles, la galerie des glaces du château de Versailles. C'était son premier métier, le verre. Le verre reste un des métiers centraux de Saint-Gobain. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le groupe s'est bien évidemment diversifié avec un marché principal, qui est le marché du bâtiment et des infrastructures. 85% des ventes de Saint-Gobain sont vers le bâtiment et l'infrastructure. Ceci à peu près sur toute la planète, avec des activités industrielles dans 80 pays, un peu plus de 160 000 employés. Je crois que vous travaillez chez Saint-Gobain depuis près de 25 ans, c'est ça? Absolument, oui. Depuis quand vous entendez parler de durabilité, de sobriété? Ces mots-là, vous les entendez depuis combien de temps? Le fait même que Saint-Gobain soit une entreprise qui soit aussi âgée et en perpétuelle transformation, j'aurais tendance à dire c'est un signe de durabilité. Au-delà de ça, ce que Saint-Gobain cherche à vendre, c'est de la performance sur le bâtiment. Et typiquement, les problématiques d'efficacité énergétique sont des problématiques de performance. Et Saint-Gobain apporte des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Et au-delà de ça, Saint-Gobain apporte des solutions pour globalement améliorer la durabilité des bâtiments. Donc, de fait, les questions de durabilité, comme on les appelle aujourd'hui, ça avait d'autres formulations par le passé, sont au cœur de la stratégie de Saint-Gobain depuis longtemps. Avec une ambition de devenir le leader mondial de la construction durable, c'est ça? C'est un peu le mantra du groupe. C'est en ligne avec notre raison d'être, qui est en anglais « Making the world a better home », cette ambition, effectivement, d'être le leader mondial de la construction durable. Alors, on va rentrer un peu dans le détail avec une stratégie RSE qui est très orientée décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette stratégie? Alors, la stratégie RSE, elle a en fait 3 piliers principaux. Et qui font écho aux tendances de fond sur la durabilité du monde du bâtiment. Un premier pilier, effectivement, autour des questions climat et énergie, qu'on résume, à nouveau, par un mot en anglais, une phrase en anglais, « to build a decarbonated home ». Un deuxième pilier autour, globalement, des problématiques de ressources, more performance with less. Et un troisième pilier, qui est plutôt autour des problématiques de confort, de bien-être, de santé, notamment dans le monde du bâtiment, et être autour d'un better living for all. Et si je prends l'exemple climatique, notre approche, c'est à la fois de maximiser l'impact positif pour nos clients, pour la planète, pour globalement la chaîne de valeur du bâtiment, par les solutions qu'on développe, tout en minimisant notre empreinte, maximize, minimize. C'est vraiment notre approche sur l'ensemble des 3 piliers. Si on rentre un peu dans le détail, il y a des thématiques qui sont très au cœur du quotidien des téléspectateurs et des téléspectatrices qui nous regardent. Par exemple, la question du confort d'été. C'est une question dont on parlait assez peu et qui devient quand même centrale avec, on a encore eu là une vague de chaleur fin mai, quoi, donc de plus en plus tôt dans l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des solutions, des matériaux que vous adaptez, que vous proposez pour justement améliorer le confort d'été? Alors on a globalement des matériaux pour apporter de la performance à ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. Pour l'essentiel, ce que propose Saint-Gobain, ce sont des solutions passives, qui viennent améliorer le bâtiment au travers de l'amélioration de son enveloppe. Donc si on prend les problématiques de carbone, et je vais arriver sur les problématiques de confort d'été, problématiques de carbone, on a grosso modo 3 types de solutions. On a les solutions qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique, donc d'isoler contre le froid, mais aussi d'isoler contre le chaud. Et quand on isole contre le froid, on isole contre le chaud. Deuxième type de solution qui permet de remplacer des matériaux lourds
premier chef le béton, par des matériaux dits plus légers, avec des systèmes constructifs plus modernes, qui permettent de significativement réduire l'empreinte carbone ou l'empreinte en ressources. Alors, c'est quoi l'alternative C'est des systèmes avec des poteaux-poutres qui soient en bois, en aluminium, en acier, de la plaque de plâtre, de l'isolation, du verre. Et puis, on a aussi des développements dans la chimie de la construction qui permettent d'aider à la décarbonation des matériaux lourds. Et donc, c'est toutes ces solutions qui, lorsqu'elles sont correctement mises en place avec la compréhension en matière de physique du bâtiment, de la façon d'agencer les différents matériaux, qui apportent de la performance, et donc qui apportent du confort en hiver, qui apporte du confort en été. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est, en France en particulier, de transformer le stock du bâtiment, de rénover les bâtiments pour permettre d'être plus résilient face aux vagues de froid ou aux vagues de chaleur. Ouais. Ça veut dire que vous innovez, vous réfléchissez encore en permanence à des nouveaux matériaux, à des évolutions de solutions qui existent déjà ? Alors, on réfléchit bien évidemment en permanence, on innove en permanence. Saint-Gobain est depuis bon nombre d'années parmi les entreprises reconnues comme les plus innovantes dans le monde. Ça veut dire que vous déposez beaucoup de brevets ? Donc on dépose énormément de brevets. On a un pourcentage significatif de nos ventes qui n'étaient de solutions qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc on innove en permanence, mais fondamentalement, les solutions, elles existent. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'inventer. Aujourd'hui, on sait isoler un bâtiment, on sait isoler la plupart des bâtiments, on sait le faire de manière efficace. La question est moins dans l'invention d'un matériau que d'améliorer globalement l'efficacité d'un système, d'une chaîne de valeur, pour une mise en œuvre qui soit plus rapide, plus efficace et élargie. Et est-ce que pour être plus efficace, il faut aussi mieux former les professionnels du bâtiment ? Est-ce que Saint-Gobain y participe à ça ? Bien évidemment, ça fait partie des axes qui sont extrêmement importants. En France, on parle de plusieurs centaines de milliers d'artisans. Saint-Gobain, en France, c'est un réseau de distribution aussi, Point P. Toutes les enseignes Point P et bien d'autres, ce sont des enseignes qui sont quotidiennement en contact avec tous ces artisans. Et ce sont des enseignes qui, bien évidemment, forment ces artisans, notamment autour des métiers de la performance énergétique, qui accompagnent les artisans et les particuliers pour comprendre quelles sont les meilleures solutions de rénovation, quelles sont la meilleure façon de les financer, quel est le bon accompagnement à avoir lors de la réalisation de travaux. Alors, il y a un principe dans cette émission, l'invité du grand entretien pose une question à celui ou celle qui lui succède. Il y avait Virginie Delay, la directrice RSE de SGH Medical Pharma, qui est aussi présidente du SNITEM, qui représente les entreprises du secteur. Elle a une question sur l'eau, on l'écoute. Bonjour Emmanuel. On parle beaucoup de carbone, mais on parle encore assez peu de l'eau. Pour un groupe comme Saint-Gobain, c'est très, très présent industriellement. Comment abordez-vous aujourd'hui le sujet de l'eau dans votre stratégie climat, notamment avec des activités industrielles globales comme les vôtres ? Est-ce que c'est devenu un sujet aussi structurant que le carbone ? Absolument. Alors, juste en termes de chiffres, la consommation d'eau de Saint-Gobain, les prélèvements d'eau de Saint-Gobain, c'est autour de 40 millions de mètres cubes par an. De l'eau qui est principalement utilisée pour refroidir nos équipements industriels. Saint-Gobain, c'est beaucoup de fours, des fours verriers, des fours de céramique. Et donc, on a besoin d'eau pour les refroidir. Et on s'est donné un objectif, il y a déjà quelques années, de réduire de 50% nos prélèvements d'eau entre 2017 et 2030 et d'avoir 0 rejet d'eau dans les zones à très haut stress hydrique.
D'accord. Et on travaille sur toute une série d'actions. On est absolument en ligne avec notre objectif pour arriver à comprendre mais qu'est-ce que ça veut dire que de réduire les consommations d'eau, donc qu'est-ce que ça veut dire de mettre en circuit fermé. Une boucle fermée. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on est même capable, pour la plupart de nos procédés, d'imaginer ce que peut être une usine zéro eau qui n'utiliserait pas d'eau. Qui serait complètement fermée en termes de consommation d'eau et qui ne prendrait pas de nouveaux prélèvements dans le milieu. Qui utiliserait de l'eau, mais sans aller en chercher en recondensant toutes les vapeurs, ou alors être sur des prélèvements tout à fait minimaux. Ça, c'est encore un rêve ou vous approchez de cette... On s'approche de ce type de solution sur un certain nombre de nos métiers, oui. Ouais. Et donc, on a dans certaines géographies, notamment les géographies les plus impactées par des problèmes de stress hydrique. Je vais prendre l'Inde, par exemple. Ouais. Toutes nos usines en Inde sont déjà à zéro rejet et c'est un endroit où on teste ce type de solution. Ça veut dire qu'il y a des usines, entre guillemets, un peu pilotes? Absolument. Ouais. Oui, c'est comme ça que l'innovation industrielle se fait. Elle part du laboratoire, puis va vers des usines à petite échelle avant de pouvoir être déployée sur des usines à grande échelle. Et donc ça veut dire que le risque hydrique, on en parle de plus en plus en France parce qu'il y a des arrêtés préfectoraux dans des départements où on ne soupçonnait pas que ça puisse arriver. Ça veut dire que ce risque hydrique, vous l'avez intégré à la stratégie du groupe depuis longtemps parce que vous êtes présent dans des pays où c'est la réalité. Quoi. Voilà, on l'a intégré. Je vais donner un exemple. 2023, en France, vous vous souvenez que c'était un été assez sec, et il y a effectivement eu des arrêtés préfectoraux pour demander notamment aux gros consommateurs de réduire leur consommation. On a été touché pour un de nos fours verriers en France, qui heureusement, dans les années qui avaient précédé, avait travaillé pour réduire sa consommation, et donc finalement a été exonéré de cette obligation de réduire sa production et sa consommation, parce que le travail avait déjà été fait. Ouais, parce que vous avez pu prouver que vous aviez réduit la consommation d'eau. On a parlé carbone, on a parlé eau. Finalement, c'est relativement facile à mesurer. La biodiversité, c'est plus complexe. Alors, comment vous mesurez votre impact en matière de biodiversité pour pouvoir ensuite le réduire? Alors, quand on regarde les questions de biodiversité, chez Saint-Gobain, ça veut dire quoi? Principalement, on est consommateur d'un certain nombre de ressources. Ouais. C'est le sable et c'est le gypse au premier chef. Alors, pour produire ces ressources, Saint-Gobain détient un certain nombre de carrières. On a un peu plus d'une centaine de carrières dans le monde, et puis on a bien évidemment des fournisseurs. Alors ça veut dire quoi de travailler à la biodiversité? D'abord, c'est de réduire la consommation de ces ressources. Donc tout ce qui tourne autour du développement de l'économie circulaire, et notamment du recyclage, avec des matériaux, le verre, le gypse, qui sont facilement recyclables, et donc avec des objectifs que l'on a d'accroissement du taux de contenu en verre recyclé ou en gypse recyclé dans les produits que l'on fabrique. Et après, c'est la manière dont on gère nos carrières, avec des plans de gestion de la biodiversité. On a à nouveau un acronyme anglais, je suis désolé, on appelle des BIMAP, des Biodiversity Management Action Plan, où on va regarder l'état initial, on va regarder l'évolution de la biodiversité en cours d'exploitation et la façon dont on doit réhabiliter les sites en fin d'exploitation. Et ça, partout sur la planète, partout où on a des carrières. Et de plus en plus, on est en train de travailler avec nos fournisseurs pour s'assurer que nos fournisseurs adoptent également des plans de gestion de la biodiversité. Ouais. Parce que, je reviens à la question initiale, elle est difficile à mesurer. Enfin, il n'y a pas un indicateur universel. Non, il n'y a pas un indicateur universel. C'est territorialement qu'on peut le faire. Mais dans notre cas, c'est plutôt des indicateurs indirects. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est de m'assurer que j'ai des plans de gestion de la biodiversité sur tous mes sites. Je vais aller regarder le taux d'artificialisation de nos sites industriels. Je vais aller regarder le cycle de l'eau. Après, quel impact ça a, ou comment directement, en termes de richesse de la flore et de la faune,
cette action va mener, ça, je ne sais pas le mesurer. Oui, mais personne ne peut vraiment le faire. Et d'une certaine manière, à mon niveau, ce n'est pas ça qui est important. Je comprends. Vous avez parlé d'économie circulaire comme un des moyens justement de réduire votre impact en matière de biodiversité sur les carrières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez intrinsèquement des matériaux qui sont facilement recyclables, donc c'était un atout de départ. Comment vous avez, qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour l'améliorer, l'implémenter le plus possible et dans le plus de sites possible? Alors, premier élément, on s'assure déjà que nous, ce que l'on produit comme déchets, est valorisé. Donc, systématiquement. Systématiquement. On a aussi un objectif de réduction de 80% de nos déchets non valorisés entre 2017 et 2030. Et ça, à nouveau, sur toute la planète. Après, on a effectivement des matériaux qui sont facilement recyclables. C'est le verre, c'est le gypse. Ce qu'il faut, c'est arriver à travailler avec toute une série de partenaires pour que, lorsque on va aller déconstruire un bâtiment, je vais prendre l'exemple des fenêtres. Les fenêtres ne soient pas bénées dans une benne cassée et après avec du verre qu'on ne sait pas récupérer, mais soient récupérées proprement par des spécialistes qui vont aller amener ces fenêtres à un endroit où ils vont pouvoir être déconstruits proprement et trier, et nous récupérer le verre recyclé. Mais ça, c'est la volonté. Est-ce que les filières existent? Est-ce que les filières se mettent en place? Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que les agents sont formés pour le faire? Parce que c'est lutter contre des décennies, voire plus d'habitude sur les chantiers. Je vais prendre l'exemple du gypse. En Europe, Saint-Gobain, c'est 100 000 tonnes de gypse recyclé provenant des chutes de construction et de la déconstruction. Dans le cas du verre, recyclage de verre de fenêtres en France, on est maintenant au-dessus de 10 000 tonnes. Et donc, on est sur des filières qui se structurent, qui croissent et qui sont une alternative à la mise en décharge. Je voudrais qu'on parle de réglementation environnementale. C'est vrai qu'elles sont à la fois ambitieuses en Europe et en même temps, elles ont été jugées trop complexes, donc on est en train de les simplifier avec les lois Omnibus. Évidemment, Saint-Gobain, vous étiez concerné par le bilan extra-financier, vous l'avez fait, vous allez continuer de le faire ? Évidemment. Alors d'abord, c'est un outil, quoi. Alors d'abord, ça fait plus de 20 ans qu'on publie l'information extra-financière. La CSRD est venue rajouter une couche en Europe. La CSRD est venue rajouter une couche de complexité. C'est indéniable. Trop de complexité. Trop de complexité. Et donc, le travail qui n'est pas tant un travail de retour en arrière, mais de comprendre de ce qui est l'essentiel de l'accessoire. Comment s'assurer d'avoir une information qui soit compréhensible, utile, qui soit relative à de l'action. Moi, c'est un mouvement que je trouve être positif, qui n'est pas forcément bien construit. Pardon de vous interrompre, il y a quand même un petit peu de retour en arrière, parce qu'il y a des entreprises plus petites qui aujourd'hui ne sont pas concernées alors qu'elles devaient l'être. Donc l'ambition... ça ne concerne pas Saint-Gobain? Non, mais je sais bien que ça ne concerne pas Saint-Gobain, mais là c'est une vision un peu plus générale. L'ambition de cette CSRD, elle a été quand même revue à la baisse. Parce qu'elle est partie d'une approche qui était un peu trop exhaustive, un peu trop complexe, et donc prendre un peu de temps pour le rendre plus pragmatique, plus accessible, sans remettre en cause l'ambition, j'avoue que c'est pas une démarche qui me paraît inutile. Quand on parle donc de cette ambition qui est celle de Saint-Gobain d'être le leader mondial de la construction durable, est-ce que ça se heurte à une logique de coût? C'est-à-dire, est-ce que ça coûte forcément plus cher dans les coûts de construction d'intégrer cette durabilité? Alors, avant de parler de coût, je veux parler de valeur. Est-ce que ça apporte de la valeur à nos clients? On a mesuré toutes les transactions dans le résidentiel en France et dans un certain nombre de pays européens pour comprendre quelle est la valeur d'un bien bien isolé
efficaces énergétiquement, les DPE, A, B, par rapport à la moyenne du marché. Aujourd'hui, en Europe, on voit un prix, un price premium, c'est-à-dire une valeur du bien qui est entre 15 et 20% supérieur lorsque l'on a affaire à un bien qui est bien isolé par rapport à, on va dire, à la moyenne du marché, sans même parler des passoires énergétiques. D'accord. Et est-ce qu'il coûte 15 à 20% plus cher à la construction? Alors, quand vous regardez la façon de faire ces bâtiments, non. Mais la question ne se pose pas au moment où le design est réalisé entre solution A et solution B. C'est la façon de designer un bien et globalement l'approche qui est une approche de coût complet au moment de la conception jusqu'à l'identification des solutions. Et ça veut dire que ça devient un prérequis de tous les nouveaux chantiers, ce que vous êtes en train de nous décrire. Alors, si vous êtes en France... Ça dépend d'où? Ça dépend du pays. Si vous êtes en France, vous avez une réglementation qui s'appelle la RE 2020, qui est une des réglementations les plus matures sur la construction neuve au niveau mondial, et qui, qui est en train d'essaimer en Europe. Qui est en train d'essaimer en Europe au travers d'une directive qu'on appelle la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui est en train d'être mise en œuvre dans la plupart des pays européens. Et dans d'autres géographies, c'est moins la réglementation, plus des labels volontaires, des labels comme LEED, BREEAM, HQE, qui apportent énormément de valeur aux biens, lorsqu'on parle beaucoup de biens tertiaires, des bâtiments de bureaux, des centres commerciaux, mais des bâtiments de bureaux certifiés LEED Gold ou LEED Platinum, à nouveau, on parle de valeur des assets ou de valeur location de 15 à 20% supérieure à la moyenne du marché. Et aux États-Unis? En particulier aux États-Unis. Alors, c'est très vrai aux États-Unis, et avec une dimension nouvelle ces dernières années aux États-Unis, qui est la question de l'assurabilité des biens. Parce qu'on est face à une situation assez dystopique aux États-Unis, à la fois démantèlement par le gouvernement fédéral de toute une série de politiques, mais une multiplication des événements extrêmes, et donc un risque en matière d'assurabilité et beaucoup de régions aux États-Unis où il devient extrêmement compliqué d'assurer des bâtiments. Et une des réponses à l'assurabilité, c'est la construction durable. C'est la façon, parce qu'un bâtiment durable est fondamentalement un bon bâtiment, est un bâtiment qui est résilient, et on voit des compagnies d'assurance qui mettent comme condition de l'assurabilité toute une série de critères qui sont liés à la durabilité du bien. Mais est-ce que le directeur du développement durable que vous êtes a banni de son vocabulaire un certain mot quand il va aux États-Unis, un certain nombre de mots quand il va aux États-Unis? Vous savez, moi je ne discute pas avec le gouvernement fédéral. Voilà, donc la réglementation ou l'approche en matière de bâtiments aux États-Unis, elle se fait au niveau des villes, elle se fait au niveau des counties, elle se fait au niveau des États, elle ne se fait pas au niveau du gouvernement fédéral. Tiens, une petite question d'actualité sur cette quasi-fermeture du détroit d'Ormuz depuis 3 mois et demi maintenant, presque 4 mois. Quelles conséquences sur votre activité? Est-ce qu'elle est dépendante d'une partie des matériaux qui transitent ou qui transitaient par le détroit d'Ormuz? Alors, Saint-Gobain est une entreprise qui consomme de l'énergie. Ben oui. Voilà, pour produire du verre, vous avez besoin d'énergie, et notamment du gaz naturel. Ouais. Et donc, bien évidemment, la fermeture du détroit d'Ormuz a un impact sur les prix énergétiques. Et donc, bien évidemment, ça a un impact sur les coûts de Saint-Gobain. Ça a d'abord été sur les marchés asiatiques que vous l'avez ressenti un peu partout. Vous savez, c'est des marchés mondiaux. Hein. Le prix du gaz est au moins dans les grandes régions est lié au prix mondial. Donc oui, bien évidemment, ça a un impact. Ça a aussi un impact parce que... situation de tension, ça crée des incertitudes, et donc ça a créé des incertitudes sur nos marchés. Mais le modèle de Saint-Gobain est un modèle qui est très local. L'essentiel de ce que l'on consomme
est produit localement. L'essentiel de ce que l'on vend est vendu localement. Donc, c'est un élément de résilience dans ce contexte géopolitique qui, bien évidemment, est perturbant. Ouais. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Normand. Je vous dis à très bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas.